BFM Bourse. Les réponses aux questions. Chaque jour, en effet, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Bertrand Tourmente nous accompagne pour Altos Patrimoine. Rebonjour Bertrand. Bonjour. Question simple, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. À répondre à toutes les questions, alors sans tabou. Je vais essayer. C'est parti. Marc nous a écrit. En tant que chef d'entreprise d'une PME, puis-je faire de l'impact investing avec ma trésorerie? Si oui, comment? Si on entend par trésorerie à court terme, je pense qu'il n'existe, je ne vois pas de solution qui puisse répondre à ces critères. En revanche, dès lors qu'il est capable de bloquer cette trésorerie à un horizon d'investissement plus de 5 ans, il existe effectivement un grand nombre de solutions qui pourraient donner du sens à sa trésorerie, et surtout s'il est entreprise à mission, etc. Ça peut fonctionner. Donc c'est possible sur un horizon de placement long, minimum 5 ans. Au moins 5 ans. Alors sur la partie côté, il existe un grand nombre de solutions. On peut financer des fermes solaires, on peut financer des champs éoliens, etc. Et sur la partie non cotée également, il y a pléthore de solutions qui pourront donner du sens à sa trésorerie. L'impact investing avec la trésorerie de l'entreprise, c'est une demande qui monte, ça? C'est une pratique qui est en train de monter en puissance, vous le constatez, ou cette question vous semble encore un peu originale ou pionnière? Je pense que ça dépend de l'âge du dirigeant, c'est-à-dire que à 65 ans, c'est peut-être un peu moins un sujet. Si votre auditeur, si Marc est à 35-40 ans, je pense que de plus en plus de personnes seront sensibles à ce type de solution. Une autre question qui n'a rien à voir, Julie, qui souhaiterait se tourner vers la finance durable et ainsi investir dans des fonds ISR. Mais c'est un particulier, une particulière. Je sais pas si on dit une particulière pour une épargnante, je ne sais pas. En tout cas, elle souhaite investir en tant que particulier dans l'investissement socialement responsable. Elle se demande simplement si les fonds ISR sont vraiment performants financièrement aussi. Chaque année qui passe les rend, en fait, le critère de socialement responsable est tellement intégré maintenant dans les grilles d'allocation des fonds institutionnels que ça crée maintenant de la surperformance. Il y a 4-5 ans, quand nous chez Altos on a basculé toutes nos grilles sur du socialement responsable, ça crée un petit peu ça crée un 0,5% de sous-performance selon nos calculs, qui n'engagent que nous, et on s'est rendu compte que année après année, la surperformance est de plus en plus visible. Et l'an passé, pour la partie action américaine socialement responsable qu'on utilise, qui est un tracker, on a observé 9% de surperformance par rapport à la MSCI USA. Donc la surperformance est vraiment au rendez-vous. Oui, sur 5 ans, donc une surperformance analysée de 4% par rapport à l'indice, c'est pas rien. Alors il y a deux écoles, Il y a ceux qui expliquent que les fonds qui permettent de lutter contre le réchauffement performent mieux que les fonds à tendance et à coloration plutôt sociale. Bon, grosso modo, il y a quand même un consensus un peu plus large pour expliquer que les fonds à connotation sociale offrent une meilleure performance sur les dernières années que les autres, que ceux, par exemple, qui offrent une connotation un peu plus environnementale ou liée au réchauffement ou la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, il y a deux écoles. Et puis on n'est pas obligé de choisir. On peut vouloir se battre sur ces deux fronts-là aussi, Bertrand. C'est possible. Et en plus, mais je pense que c'est quand même une gestion de bon sens. Une société qui fait attention à ses collaborateurs, le climat et essaie d'avoir du sens à long terme, mécaniquement, ça crée de la valeur, tout le monde est plus motivé et tout ça semble vertueux. Et je pense que ça fonctionne. L'inflation, haute thématique très prégnante. Pierre nous écrit et il nous demande en quoi l'assurance vie luxembourgeoise peut s'avérer différenciante, voire intéressante face aux fonds euro classiques et surtout en cette période d'inflation. L'assurance vie luxembourgeoise, par définition, offre un très large choix de supports et notamment des supports habituellement réservés aux institutionnels, puisqu'on peut rassembler nos clients pour leur donner cette fameuse taille institutionnelle et donc le particulier peut investir quelques dizaines de milliers d'euros comme s'il souscrivait à un fonds de 10 millions d'euros. Donc mécaniquement, il a accès à des supports qui ont vocation à battre un peu plus l'inflation parce que la structure du frais est plus faible et l'horizon d'investissement nous permet d'avoir un meilleur rapport rendement-risque. Donc à mon avis, c'est pour moi le meilleur outil patrimonial pour battre l'inflation compte tenu du large choix de support qu'il offre. Large choix de support, on peut jouer aussi sur les devises, dans le fonds euro luxembourgeois, dans les contrats d'assurance vie en tout cas luxembourgeois pour être plus précis, alors que c'est plus compliqué dans les contrats français. Voilà, il y a tout un tas de techniques, d'astuces et d'ingénierie qui permettent en effet de battre la performance des contrats d'assurance vie classiques français. C'est la liberté. Plus vous aurez de choix dans les supports, plus
plus finalement votre performance vous permettra de vous rapprocher de l'inflation et de la dépasser. C'est-à-dire qu'on peut investir grâce à l'assurance vie luxembourgeoise plus facilement aussi en immobilier, en infrastructure, private equity, vous en vantiez les mérites tout à l'heure, voilà, que dans des contrats français. Avec une structure de frais beaucoup plus attrayante. Mais le ticket d'entrée est plus élevé quand même. Systématiquement, il faut compter. Alors, il y a certaines compagnies à partir de 100 000 euros, mais la norme est plus autour de 250 000 euros, voire 500 000 euros pour les épargnants. Vous parlez d'un triangle de sécurité à propos de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est quoi le triangle de sécurité? C'est finalement c'est ce qu'on appelle une garantie illimitée des capitaux. Dès lors que le commissariat aux assureurs luxembourgeois oblige la compagnie d'assurance à ségréguer les actifs du client sur une banque dépositaire externe. C'est-à-dire que si la compagnie d'assurance fait faillite, votre argent est isolé sur un compte chez une banque dépositaire qui n'est pas la compagnie d'assurance, et donc en cas de faillite, votre argent reste identifié et reste votre propriété. C'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Bon, on a vu juste après la crise Lehman, beaucoup de Français souscrire des contrats d'assurance vie luxembourgeois, et je crois que une part très importante de ces contrats d'assurance vie luxembourgeois sont souscrits par des Français justement, et non pas par des Luxembourgeois. Bon, il y a des effets démographiques, mais on voit que beaucoup de Français sont déjà au courant, avertis de l'intérêt de ce placement. Une autre question, c'est une dernière question que nous a envoyée Manon. En 2022, nous dit Manon, j'ai pour objectif d'investir dans mon tout premier bien immobilier. Est-il conseillé ou est-il préférable de placer cet investissement en bourse, par exemple? En 2022, j'ai pour objectif d'investir dans mon premier bien et il nous demande donc s'il est préférable de placer cet investissement en bourse plutôt que dans l'immobilier. J'imagine que c'est ça sa question. Alors, si c'est son premier bien, mon premier conseil est d'acheter sa résidence principale. Je pense que l'objectif numéro 1 de tous les Français doit être d'avoir un toit sur la tête, et plutôt que d'aller faire des investissements, faire du locatif, etc. Je pense que la vision la plus sage une gestion de bon père de famille d'un patrimoine, c'est on se met un toit sur la tête. Donc on fait un crédit, on utilise l'effet de levier. Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas, tant mieux. On a de l'inflation qui va nous permettre de réduire la charge du crédit sur les prochaines années. Mais c'est une bonne question parce que vu les prix du mètre carré de l'immobilier dans les grandes villes, on peut se demander s'il vaut mieux devenir propriétaire mais ça coûte très cher, ou rester locataire et investir son capital par exemple en bourse. Alors tout dépend l'horizon d'occupation du bien. Si vous êtes capable de vous positionner à 7 ou 8 ans sur une résidence principale, achetez votre résidence principale. Ça vous permet de canaliser l'effort de loyer que vous auriez fait vers un remboursement de crédit, et ça créera systématiquement de la valeur. Si vous êtes en train de déménager si vous envisagez de déménager à moins de 3, 4, 5, 6, 7 ans, on peut se poser la question d'être locataire. Voilà, ce match entre l'immobilier et la bourse, on l'avait pas vu venir, mais il monte peut-être en puissance dans la mesure où c'est vrai que l'accès à l'immobilier pour les jeunes, notamment pour les primo-accédants, devient un peu plus difficile, et donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à choisir de rester locataire ou devoir rester locataire, et du coup peut-être à vouloir allouer différemment le capital qu'il leur reste dans la mesure où ils n'ont pas emprisonné dans la pierre, dans l'immobilier, vu qu'ils sont pas propriétaires, ils restent locataires. Voilà. Alors, là-dessus, pour moi, ce match, il est un peu biaisé, puisque quand on achète sa résidence principale, en réalité, c'est la banque qui vous prête de l'argent pour acheter votre résidence principale. Et vous vous exposez, du coup, à une assiette très large d'actifs que vous n'auriez jamais eu avec de la bourse, avec de l'investissement programmé. La seule façon de reconstituer ce système d'effet de levier, c'est finalement de choisir des instruments financiers avec effet de levier, donc des trackers avec effet de levier. Donc, ça implique, je pense que le match, si vous voulez le réaliser, c'est soit on achète un appartement à crédit, et à ce moment-là, ça a du sens, mais si vous voulez le confronter à quelque chose de comparable, il faut acheter du Nasdaq 100 x 2, du CAC 40 x 2, ou des choses comme ça. Bertrand Tourmente, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, le fondateur d'Altos Patrimoine. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur tous vos placements, sans tabou, on y répond chaque jour. Bien sûr, vos questions sur notre site bfmbusiness.com et les réponses de nos experts sur l'antenne, à la radio et à la télé chaque jour aux alentours de 16h40. Bon retour Bertrand.